comment faire en sorte pour que ce qui est inné et qui reste à peu près jusqu'à 6-7 ans, eh bien, ne tombe pas dans les oubliettes après. Quelles sont les compétences qu'il faut pouvoir conserver? Quelles seraient les pratiques pédagogiques, les méthodes éducatives, les lieux propices pour tout cela? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, que font-ils? Comment le font-ils? Quelles sont leurs difficultés? Eh bien, c'est ce que l'on va voir cet après-midi avec la première table ronde dédiée à l'éducation et qui va être animée par Christophe Chenbeau, que j'accueille. Alors Cécile, quête de sens, Compostelle et puis Canada, école. Oui, moi j'avais une vie de parisienne, plutôt confortable. J'ai fait un film qui s'appelle L'autre connexion, mais à l'époque j'étais connectée, mais je travaillais dans des startups internet, donc j'étais dans les télécommunications. Je gagnais très bien ma vie, j'avais une belle position sociale, mais j'étais très malheureuse. Et je sentais un manque, un vide, une solitude. Et voilà, j'ai eu beau gagner, monter, mais ça comblait pas. Et la vie, j'avais 35 ans, ça met du temps. La vie m'a envoyé un message dans le sens d'un accident de voiture où j'ai été témoin d'une collision et le motard est mort sur le coup. Et ça m'a fait prendre conscience que la vie, elle pouvait s'arrêter comme ça. Et qu'il était urgent que je vive ma vie. Cet événement m'a donné le petit coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour quitter cette vie confortable qu'il était en fait pas tant. Donc j'ai quitté mon travail et toute cette vie-là. Et le problème, c'est que je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en me baladant dans une forêt en région parisienne, j'ai vu un arbre. Et j'ai eu cette intuition, cet appel, de dire en fait, je ne connais rien de la nature. Et j'ai eu l'intuition qu'elle allait pouvoir m'aider à appréhender cette solitude. Donc, une semaine après, j'étais sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en plein mois de novembre, pour être seule, d'être bien toute seule, avec la nature. Et c'est là où, au fil des semaines à marcher, j'ai commencé à vivre mes premières expériences de connexion profonde à la nature, alors aux éléments, aux oiseaux, aux arbres, au vent. J'ai fait l'amour avec le vent, voilà. Et aux humains que je rencontrais aussi, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand je les rencontrais, c'était une rencontre de cœur à cœur, authentique, vraie, pleine de joie, presque d'amour. Forcément, je me suis connectée à moi aussi, donc je suis revenue de ce voyage complètement transformé, écolo, je ne l'étais pas du tout avant, limite mystique. Et ça, c'est le deuxième sujet. Quand je suis remontée à Paris, que je ressentais une joie profonde et véritable. J'ose dire maintenant, je crois que c'était de l'amour pour l'ensemble du vivant. Quand je suis remontée à Paris, j'étais un sourire jusqu'aux oreilles, j'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras, et j'ai vu que c'était pas réciproque. Donc j'ai encore été malheureuse en me disant maintenant que mon intuition, je sais que c'est possible, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je veux vivre ça tous les jours. Donc je suis partie en quête de ce que je venais de toucher là, dans mon corps, dans mon âme, dans mon être. Et j'ai cherché, j'ai vécu en communauté, j'ai vécu dans la nature, mais il manquait chaque fois une dimension. Soit je vivais dans la nature, mais il n'y avait pas les humains. Soit je vivais à Paris, mais il n'y avait pas la nature. Soit je faisais du développement personnel, mais ce n'était pas dans la nature. Il me manquait chaque fois une dimension. Et donc la vie, comme elle est bien faite, m'a emmenée, m'a un peu poussée aussi au Canada. Et là, je me suis dit, c'est vrai, ça fait du sens. Là, il y a des cultures qui vivent encore proches de la nature. Donc je vais peut-être trouver des réponses à ma quête. Et la vie m'a amenée dans une petite île de Colombie-Britannique qui s'appelle Sault Spring, qui est à quelques heures de bateau de la ville de Vancouver. Il parle anglais. Et là, je rencontre un Français, comme par hasard. Il me dit, viens passer une journée dans mon école. Et j'arrive dans cette école. Et le matin, alors je voyais des gamins en train de jouer et de s'éclater, rien de tout à fait normal. Et à un moment, voilà, une chanson commence, ils se mettent en cercle, ils partagent des gratitudes. Pour la pluie, pour le vent, pour le soleil, pour leur mère qui est rentrée hier de voyage. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là ? Et après, ils partent tout seuls dans la nature pendant au moins bien une bonne demi-heure, loin des uns des autres. Là-bas, c'est la nature. Ça fait 100 ans seulement que l'île de Sault Spring est colonisée. Et ils restent là, ils ne bougent pas. Ils ressentent, ils observent, ils écoutent. Ensuite, ils reviennent, ils se remettent en cercle, ils partagent leurs histoires avec de la curiosité, avec de l'envie, avec de la joie. Ils s'écoutent profondément. Ensuite, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent en errance par petits groupes dans la nature,
Voilà, et quand je leur parlais, je voyais des enfants, ils avaient 7, 8 ans, 9 ans, qui me regardaient déjà droit dans les yeux. Ils n'avaient pas peur de moi. Je leur posais des questions, mais qu'est-ce que tu penses de la vie? Ils me répondaient avec une maturité, une intelligence que j'avais jamais vue, même chez des gens de mon âge. Voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai eu l'intuition que j'avais découvert quelque chose de très, très puissant, de très fort, qui répondait à beaucoup de mes questionnements. Et donc j'ai décidé d'en faire un film. J'avais jamais tenu de caméra de ma vie. J'ai filmé donc cette école. On va en voir des extraits. Et elle s'appelle elle s'appelle les Wolf Kids, les enfants des loups, parce que la vision, elle est portée par un homme de cette île, Salt Spring, dont la grand-mère était native et qui avait la vision. Comme il n'y a plus de prédateurs sur cette île, donc il n'y a plus les ours et les cougars, puisque les fermiers sont arrivés. Dès qu'il y a un cougar qui arrive, il se fait tuer par un fermier. Donc il y a les chevreuils qui sont partout et qui sont en train de saccager écologiquement l'île. Et la vision, c'est que si les enfants sont connectés, quand ils deviendront adultes et qu'ils sont toujours connectés, ils verront le désastre écologique qu'il y a dans l'île et ils voudront faire revenir le loup sur l'île. Ce potentiel qui est le tien, il t'a été donné par la nature et pour la nature. C'est pas pour toi. Dans une culture naturelle, les humains sont encouragés pour être eux-mêmes. Ils ne sont pas encouragés à être un pion dans une machine, mais ils sont encouragés pour trouver leur propre individualité. En fait, tu es en train de dire qu'il nous manque et la communauté, et le support de la communauté, et la nature. Et la vraie sens de soi, qui est plein de pouvoir. C'est-à-dire qu'on est une version pâle de ce qu'on pourrait être. De ce qu'on peut être, ouais. Nous, ce qu'on fait dans nos écoles, c'est le niveau de la connexion. Et la connexion, ça demande une libre expression de nos conduites instinctives. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de limite. Les enfants, instinctivement, ont des désirs de grimper des arbres, ont des désirs de construire des abris. Il y a toute une information génétique qui nous amène à faire certaines choses que les jeunes doivent apprendre. Et tous les animaux ont le même genre d'instinct de faire certaines choses pour apprendre à devenir un adulte. Dans cette école, c'est la nature l'enseignant. Parce qu'on a appris à survivre dans la nature sauvage, qu'on est tous là aujourd'hui, c'est par nos instincts totalement développés, par nos sens. C'est pour ça qu'on a un gros cerveau, parce qu'on a des qualités de pisteur. Donc vous avez dû voir dans le film Animal Communicator, John Young, qui piste, rien qu'en sentant l'empreinte de l'animal. Les Bushman du Kalahari aussi, voilà, en mettant leurs mains sur l'empreinte d'un animal, ils savent dire où est l'animal et dans quelle position il est. Et voilà, en étant capable de pister, d'identifier des signaux subtils dans notre environnement, on peut en déduire toute une histoire, comment il fonctionne. Pareil, l'empathie, c'est grâce à elle qu'on a survécu. Parce que quand on emprunte des stratégies de survie aux animaux ou aux plantes, on peut survivre dans la nature sauvage. Donc là, dans cette école, la nature, c'est l'enseignant. Et il pratique, on l'a un petit peu vu dans l'extrait, tout ce qui est technique primitive, faire du feu, des abris, etc. Et ce qui est fait dans cette école, c'est la facilitation culturelle de la connexion. Et ça demande toute une communauté, avec des âges différents. Ça demande aussi le mentorat. Donc c'est un terme qu'on n'utilise pas du tout en France. Et la position du mentor, elle est extrêmement particulière, c'est-à-dire c'est une guidance invisible. Le mentor, il va surtout pas donner les réponses à l'enfant. Il va le guider de manière invisible en lui posant des questions, en l'emmenant plus loin que lui, naturellement, il irait. En lui disant, va dans la nature sauvage, va vivre des expériences. Et quand l'enfant dit, voilà, j'ai vu un oiseau, ah oui, de quelle couleur et comment il se nourrit, etc. Donc c'est l'art du questionnement, le mentorat, voilà. Et donc plus il y a de mentors dans une communauté, plus la communauté est soutenante, et plus le développement de l'enfant est riche. C'est plus qu'une école, les Wolf Kids, c'est toute une communauté. Et la vision de ce projet-là, c'est de ramener la connexion à l'ensemble de la communauté. Parce que j'ai vécu dans un monde déconnecté, la plupart d'entre nous vivent dans ce monde-là et on a tous besoin de retrouver la connexion.
Comment tu vois que les jeunes ou les gens, les adultes, ont ce manque de connexion à la nature? Comment tu le vois, toi? Dans le monde moderne, les adolescents tombent en dépression. Ils naviguent entre la dépression et puis la colère. Et puis, il y a une énergie très forte qui veut émerger. Où, normalement, naturellement, c'est le moment où leur curiosité enfantine devient une passion très forte, avec un focus très, très précis. Et, et dans le monde moderne, les adolescents, ils sont pas accueillis comme ça, ils sont pas facilités dans leur passion. C'est une transformation qui doit être facilitée par la culture. Et donc les adolescents, enfin les jeunes de 12, 13 ans, 14 ans, ils arrivent avec tous leurs instincts pour être reçus à ce niveau-là. Et comme le contexte n'est pas là, ils s'initient eux-mêmes. Et ça prend la forme de conduire des voitures à très grosse vitesse, de prendre des drogues et tout ça. Parce qu'ils savent qu'ils doivent aller à travers une expérience forte qui les amène proches de la mort. Toute la société est coincée à un stage de développement de l'adolescence. Cette initiation qui existe dans toutes les cultures indigènes liées à la nature sauvage n'existe plus depuis longtemps maintenant dans les cultures. Et ça, s'il y avait une cause du chaos dans lequel on vit, ça serait celle-là. Le rite de passage des adolescents, moi-même à 42 ans, j'ai fait un rite de passage parce que j'étais encore une adolescente et ça m'a en effet transformée. Et bon, là, on voit à chaque âge de la vie, dans cette école, ils font passer donc des rites de passage ou des rites de compétences. Donc là, on a vu celui pour les adolescents quand ils partent dans la nature tout seuls. Plus jeunes, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont passer la nuit dans un abri qu'ils ont construit eux-mêmes. Un peu plus grands, ils vont passer la nuit à entretenir un feu qu'ils ont allumé eux-mêmes. Donc rien que ça, d'allumer un feu sans allumette, ça prend des semaines, des mois, voire des années. Voilà, donc ils ont des challenges qui marquent les différents âges de la vie. Et là, ça me paraît important de parler de la lignée dont est issu ce modèle, qui a été créé par John Young, donc je pense que certains le connaissent. John Young, c'est le mentor de Jean-Claude qu'on voit dans le film. Il a été mentoré par Tom Brown, qui est un pisteur émérite américain. Et Tom Brown, il a été mentoré par un Apache qui s'appelle Stacking Wolf. À l'âge de 83 ans, il a mentoré Tom Brown enfant. Et Stacking Wolf, il avait eu la vision à 20 ans de devoir quitter sa communauté. Il a passé sa vie parmi les peuples natifs de toutes les Amériques du Nord au Sud pour aller récolter leur façon ancestrale de faire. Et il a passé ça à Tom Brown, qu'il a passé à John Young. Et John Young, comme il a été mentoré par un pisteur émérite, lui, le langage des oiseaux, comprendre ce que disaient les oiseaux, pour lui, c'était naturel. Quand il est arrivé à l'université avec ses profs de sciences naturelles, il écoutait le langage des oiseaux, il disait là, dans quelques instants, il y a un épervier qui va passer. Et ses profs de sciences naturelles lui disaient mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas le langage des oiseaux. Et là, il a compris qu'il y avait un décalage entre lui, ce qu'il avait reçu, ce qui pour lui était naturel, et le reste. Donc il a continué ce travail, il a étudié tout ce qu'il y avait de commun dans toutes les cultures indigènes qui vivent proches de la nature, donc d'Amérique jusqu'en Afrique du Sud. Et il a été aussi aidé dans ce travail par un homme qui a été mentoré par un Africain natif, il a été aidé par un Mohawk, par un Lakota aussi, voilà. Et le résultat de ce travail, c'est ce modèle qui sert de base à cette école, qui s'appelle les 8 Shields, donc les 8 points cardinaux. Et ce qu'il y a de commun dans toutes ces cultures qui vivent proches de la nature, c'est les routines de connexion. Et ces enfants-là, tous les jours, 3 jours par semaine, toutes les semaines, toute l'année, quelle que soit la saison, ils pratiquent ces routines de connexion. Donc je vous en ai parlé certaines, c'est la gratitude, c'est le partage des histoires, le pistage, partir en errance, le langage des oiseaux, développer ses sens par la marche du renard, évidemment. Le but, c'est de pas faire de moins de bruit possible pour surprendre l'animal, ou surtout pour ne pas se faire surprendre. Les yeux de la chouette, c'est-à-dire que les enfants, ils sont capables de voir ce qui se passe, de sentir, de voir ce qui se passe derrière eux.
Ils font aussi beaucoup, ils imitent les animaux, les formes des animaux, les différents types d'animaux, comment ils marchent. Donc ça aussi, ça développe l'empathie, le fait de comprendre comment l'animal évolue dans la nature. C'est comme ça qu'ils apprennent à être tranquilles dans la nature sauvage. Et la routine de base, enfin il y en a d'autres des routines, mais la routine de base, c'est le sit spot. C'est la place où l'on s'assoit, ou aussi appelée la place médecine. Et on va en montrer un petit extrait. What's connection? Connection is what is connection? Empathy, appreciation, knowing that we're all a part of something bigger. I feel like I have a lot of tools under my belt to help me come back to a centered place, to help me come back and just to listen and to be aware of what's going on around me. You learn more practical things, like at a normal school you just learn like what they want you to learn, like Roman numerals or whatever. I mean, what does that help you with? One tool I use a lot is the sit spot, and that's where we're at right now. I'm at my sit spot. La plus importante de ces routines, c'est de prendre du temps tous les jours, de s'asseoir à une place et d'être vraiment présent à cette place à travers nos sens et d'observer, et d'être juste là, ne rien faire, toujours la même place. Quand moi-même j'ai vu ce film, j'avais vraiment un mot en tête, c'était Paradis perdu. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très différent d'une école française, Cécile. De ce que j'ai cru comprendre, il y a 3 piliers dans cet état d'esprit d'école, c'est nature, conscience et communauté. Traditionnellement, on disait qu'il fallait tout un village pour élever un enfant. Là, la communauté est vraiment inclue dans le concept de l'école même, qui finalement est un concept organisé dans un espace totalement libre et sauvage. Quand est-ce qu'on a des écoles comme ça en France ? Alors la superbe nouvelle, c'est que moi j'ai fait ce film poussé par une force, je crois, qui allait au-delà de moi, et il génère une envie, des émotions, de l'envie, et je ne m'attendais pas à ça en France. Donc là, on est en train de transmettre le mentorat aux Français. Il y en a même qui sont partis aller se former là-bas, et donc ça va arriver. Et puis il y a aussi tellement de choses déjà à travers mon parcours en France. Voilà, j'ai rencontré Muriel Fifis et Éric Julien de l'école Caminando, qui quand ils ont vu ce film, ils ont pleuré pendant tout le film parce qu'ils se sont dit mais on ne savait pas qu'on avait des cousins en Colombie-Britannique. Parce qu'ils disaient c'est impossible d'expliquer ce qu'on fait dans notre école parce que ça s'explique pas, ça se vit. La connexion à la nature, voilà, elle se vit, elle s'explique pas. Donc ils ont beaucoup de mal à se faire comprendre. Enfin, quand on leur dit qu'est-ce que tu fais dans ton école, ben voilà. Et voilà, il y a de plus en plus de forest school. J'ai rencontré aussi des instituteurs de l'éducation nationale qui emmenaient la nature à l'école et qui emmenaient les enfants dans la nature. Donc là, il se passe vraiment, ça bouge très 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 fort. Donc là, il ne s'agit pas d'amener les animaux à l'école, il s'agit de mettre l'école chez les animaux, en fait, c'est ça. C'est tellement simple. Notre état naturel, c'est dans notre ADN. On a grandi comme on a vécu pendant des centaines de milliers d'années dans la nature. On est. Merci Cécile.